comment est née la poésie de Baudelaire. La question est intéressante, elle est même capitale, mais il ne nous échappe pas, ni à vous ni à moi, qu'elle est particulièrement difficile. Dès l'abord, nous savons même que cette difficulté ne pourra pas être vaincue complètement. Il restera toujours le mystérieux et l'irremplaçable génie de Baudelaire. Le génie ne s'explique pas, il se constate, je le constate avec vous, et ce que nous allons essayer de faire ensemble ce soir, ce sera de montrer les points d'application de ce génie, son insertion dans l'histoire, et non pas, je le précise, sous la forme d'une conférence, on dit en anglais « to deliver a speech », et le conférencier s'en va, mais sous la forme d'un exposé de points problèmes qui posera les bases, les jalons de la discussion que nous aurons dans la seconde partie de cette soirée et dont j'attends beaucoup pour ma part, espérant que vous me poserez des questions qui me permettront à moi-même d'élucider un certain nombre de points qui restent obscurs. Je suis né trop jeune dans un siècle trop vieux, pourrait dire Charles Baudelaire, lorsqu'il a 20 ans. Et nous pourrions aussi lui prêter le mot par lequel la Bruyère ouvre ses caractères. Tout est dit, et l'on vient trop tard, depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent, en réduisant bien sûr ces 7000 années à une vingtaine d'années, aux 20 années qui vont à peu près de la naissance de Baudelaire au monde à sa naissance à la poésie, c'est-à-dire les années 1820-21, 1840-43. Ces années s'ouvrent sur les méditations de Lamartine qui paraissent un an avant que Baudelaire ne voie le jour. Et ces années se ferment au fond en 1843 lorsque les Burgraves s'effondrent sur la scène du théâtre français. Et alors se ferme ce qu'on a appelé, et ce que je n'appelle pas, le romantisme français. Années 1820-1840 qui sont riches, vous le savez, en recueils poétiques et en tentatives diverses, années qui sont illustrées non seulement par les noms de Lamartine et de Hugo, mais par ceux encore de Vigny, de Musset, de Sainte-Beuve et de Théophile Gautier, pour citer en dernier les deux patrons littéraires de Baudelaire. Baudelaire collégien, Baudelaire jeune homme, a lu avec attention tout ce qui s'est écrit pendant ces deux décennies, 1820-1840. Et très jeune, il a déjà une réaction critique, ce qui n'empêche pas l'admiration, mais qui valorise l'admiration. Ainsi, en août 1838, il a 17 ans et quelques mois, Baudelaire écrit à sa mère « Je n'ai lu qu'ouvrages modernes, mais de ces ouvrages dont on parle partout, qui ont une réputation, que tout le monde lit, enfin, ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, tout cela est faux, exagéré, extravagant, boursouflé. C'est surtout à Eugène Sue que j'en veux. Je n'ai lu de lui qu'un livre, il m'a ennuyé à mourir. Je suis dégoûté de tout cela, il n'y a que les drames, les poésies de Victor Hugo et un livre de Sainte-Beuve, volupté, qui m'est amusé. Je suis complètement dégoûté de la littérature. Et c'est qu'en vérité, depuis que je sais lire, je n'ai pas encore trouvé un ouvrage qui me plût entièrement, que je puisse aimer d'un bout à l'autre. Aussi, je ne lis plus, 17 ans. Admiration pour Hugo, admiration pour Sainte-Beuve, admiration pour le romantisme, entre guillemets, en ce qu'il a de meilleur, à quoi correspond à la fin même de la vie de Baudelaire, la poésie intitulée « Le coucher du soleil romantique », qui paraît dans les Épaves en 1866 et qui est un dernier hommage à ces années glorieuses 1820-1840. Mais, devant la richesse de ces années-là, comment le lecteur Baudelaire, qui les admirait, pourrait-il devenir Baudelaire le créateur? Comment Baudelaire ne serait-il pas découragé devant tout ce qui s'est écrit? La lyre offrira-t-elle à Baudelaire une corde nouvelle? Dans une poésie, il faut le souligner, aussi attachée à la tradition qu'est la poésie française, par opposition par exemple à la poésie allemande, les recommencements sont infiniment difficiles. La première cause que nous découvrons donc
à la naissance de la poésie de Baudelaire et de son originalité, c'est donc la nécessité pour Baudelaire de trouver du nouveau à tout prix. Plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Ce sont les derniers vers du Voyage, qui est lui-même le dernier poème des Fleurs du Mal dans l'édition de 1861. Ce nouveau se découvre, pour ainsi dire, d'abord par soustraction. Il faudra que Baudelaire explore le domaine que ses prédécesseurs auront laissé vierge. Et c'est là l'argument qu'au moment du procès des Fleurs du Mal en 1857, Sainte-Beuve soufflera à Baudelaire dans de petits moyens de défense tels que je les conçois. Je cite Sainte-Beuve. « Tout était pris dans le domaine de la poésie. Lamartine avait pris les cieux. Victor Hugo avait pris la terre et plus que la terre. La Prade avait pris les forêts. Musset avait pris la passion et l'orgie éblouissante. D'autres avaient pris le foyer, la vie rurale, etc. Théophile Gautier avait pris l'Espagne et ses hautes couleurs. Que restait-il? Ce que Baudelaire a pris, il y a été comme forcé. Bien sûr, c'est là un argument destiné à impressionner les juges, mais Baudelaire y a cru, puisqu'il l'a repris dans un projet de préface aux Fleurs du Mal, bien après le procès, vers 1860-1861. Et c'est là un vieux topos. Lorsque Crébillon père, à qui l'on reprochait d'avoir écrit des tragédies trop pleines d'horreur, répondait que Corneille avait pris le ciel et Racine la terre, il utilisait déjà ce que nous sommes en droit d'appeler un cliché. Nécessité absolue de trouver du nouveau. Et cette nécessité, Baudelaire va la ressentir pendant toute son existence poétique. Non seulement par rapport aux autres, mais par rapport à lui-même, par rapport à son œuvre propre, et c'est en quoi les petits poèmes en prose manifestent une distance à l'égard des Fleurs du Mal. Cependant, attention, il ne faudrait pas croire que cette nouveauté recherchée par Baudelaire, que cette nouveauté soit absolue, du moins dans les thèmes, et même, disons-le, dans la forme. D'Homère à Tennyson, de la Bible à Lamartine, nombreuses et peut-être innombrables sont dans la poésie de Baudelaire les résonances qui lui viennent de ses prédécesseurs, de la tradition et également de ses contemporains. Si j'en prends un exemple très simple, je citerai le cycle des poèmes d'amour adressés à Madame Sabatier, la présidente, et qui sont fortement imprégnés de pétrarchisme. Un exemple à l'intérieur même de ce cycle, le poème intitulé, l'admirable poème intitulé « Le flambeau vivant ». Baudelaire n'est pas de ceux, et pourtant quelques années, 4 ou 5 seulement, les séparent quant à la production poétique. Baudelaire n'est pas de ceux qui, comme Rimbaud, ont injurié la beauté. Son œuvre présente un très curieux alliage, je dirais même un alliage bizarre en me rappelant la formule baudelairienne « le beau est toujours bizarre », un curieux alliage, un bizarre alliage de respect et d'audace, de tradition et de novation, de thèmes anciens et de formes parfois nouvelles. Et c'est, je crois, ce qui explique la place éminente de la poésie baudelairienne dans l'évolution générale de la poésie française. Baudelaire est le Janus de la poésie française, ou, pour utiliser une autre image, Baudelaire, emprunté aux autoroutes, Baudelaire est le grand échangeur de la poésie française, celui qui transmet les valeurs anciennes aux générations nouvelles, celui qui transmue le passé en présent et même en futur. Le dernier classique est tout à la fois le premier moderne, et cela justifie les réactions contrastées qu'a suscité l'œuvre de Baudelaire, notamment du côté des surréalistes entre 1920 et 1930. Mais ce serait là un autre chapitre. Baudelaire, obligé de trouver du nouveau, a donc choisi l'enfer. Je dirais plutôt le mal, car l'enfer suppose une transcendance à laquelle Baudelaire n'a pas toujours cru. Et ce mal qu'il a choisi, il a aussi trouvé le titre pour l'exprimer.
Les fleurs du mal, titre qu'il trouvera vers 1855 seulement, et que dans un projet de préface, il a glosé de la manière suivante: extraire la beauté du mal qui n'était pas connu jusqu'alors, comme, sauf peut-être chez des auteurs qui ne figuraient pas dans les bibliothèques ouvertes, mais seulement dans les bibliothèques fermées, je veux dire Sade, extraire la beauté du mal, de ce mal qui n'était pas jusqu'alors reconnu comme une catégorie esthétique. Rappelez-vous Platon, relayé hélas au XIXe siècle par M. Victor Cousin, et qui établit la relation entre le beau, le bien et le juste. Pour exprimer la beauté du mal, il faut connaître le mal. Et du mal, Baudelaire a fait un choix existentiel. Et c'est le grand mérite du livre de Sartre de nous l'avoir montré, même si Sartre a pu reprocher à Baudelaire de n'être pas allé assez loin. Mais c'est peut-être que Sartre confondait Baudelaire avec un auteur qui lui était plus proche encore. Baudelaire, lorsqu'il explore le mal, n'est pas comme cet écrivain dont nous avons tous entendu parler et qui reste respectueusement dans la littérature française puisqu'il a droit au titre de monsieur. C'est monsieur Taine que je désigne, qui s'embarquait sur le lac Léman ou sur le lac de Genève, je ne voudrais pas entrer dans une dispute, pour en décrire les rives. Il s'enferma dans la cabine du bateau et décrivit à grand renfort de livres ces rives qu'il se refusait à voir. Baudelaire ne décrit pas le mal de son cabinet de travail, il entre dans le mal. Ce jeune homme, que ses lettres de jeunesse nous font connaître comme sensible et jusqu'à la susceptibilité, affectueux, enclin au remords et à l'auto-accusation, ce jeune homme est travaillé au sein d'une famille bourgeoise, et imaginez ce qu'est la bourgeoisie de 1840, il y est travaillé d'un étrange désir. Devenir auteur, c'est le mot auteur qu'il emploie dans une poésie de jeunesse, c'est le mot auteur qui sera utilisé, et non pas le mot poète, dans une lettre où Madame Opic racontera la jeunesse de son fils après la mort de celui-ci. Devenir auteur dans une bonne famille bourgeoise. Il n'est pas nécessaire, je pense, de chercher à imaginer les réactions de la mère et du généralissime beau-père qui avait, avec Madame Opic, fait un second mariage, du moins avec qui Madame Opic avait fait un second mariage et beau mariage. Il n'est, pour comprendre la réaction des parents, et parmi les parents un beau-père, il n'est que d'ouvrir les fleurs du mal aux premières pages. Ah, que n'ai-je mis bas, tout un nœud de vipère, s'exclame la mère, plutôt que de nourrir cette dérision. Maudite soit la nuit aux plaisirs éphémères où mon ventre a conçu mon expiation. Et c'est la mère qui s'adresse à Dieu, puisque tu m'as choisi entre toutes les femmes pour être le dégoût de mon triste mari, et que je ne puis pas rejeter dans les flammes comme un billet d'amour ce monstre rabougri, je ferai rejaillir ta haine qui m'accable sur l'instrument maudit de tes méchancetés, et je tordrai si bien cet arbre misérable qu'il ne pourra pousser ses boutons empestés. Être auteur, ce n'est pas le destin, car la poésie se pense en termes de destin, ce n'est pas le destin que le général Opic, protégé du duc d'Orléans, donc du fils de Louis-Philippe, avait choisi pour son beau-fils. Le général voyait en Charles un futur diplomate, de ceux qui n'entrent pas dans une carrière, mais qui entrent dans la carrière avec un C majuscule. Et il ne faudrait pas imaginer que c'est le conflit familial, dont on a beaucoup parlé, qui poussa Baudelaire vers la poésie via la vie de Bohème. Il faut, je crois, faire maintenant justice de ce complexe d'Édipe que l'on a beaucoup répandu sur la vie entière de Baudelaire. Le conflit familial ne naît, à mon avis, qu'après le choix du mal, et de la poésie, tout au plus en est-il contemporain. Le mal, Baudelaire va nous le présenter poétiquement, d'abord sous sa forme éclatante, choquante, voyante, coruscante, puis sous une forme grise, comme striée d'une bruine hivernale et parisienne. Deux formes différentes, deux premiers titres en effet pour les fleurs du mal. De 1845 à 1847,
Le futur célèbre recueil s'intitule « Les lesbiennes » dans des annonces qui paraissent au dos de couverture. Et de 1948 à 1852, Les fleurs du mal s'intitulent « Les limbes ». Les lesbiennes, les limbes. Les lesbiennes sont un titre à la Jeune France, donc de ce groupe auquel appartenait Théophile Gautier vers 1830-1835, un titre qui était destiné à épater le bourgeois et qui devait recouvrir non seulement les poèmes sur les femmes damnées et bientôt condamnées, mais aussi bien d'autres poèmes, car Baudelaire a été un poète fort précoce. Vers 1843, la plupart des fleurs du mal sont déjà écrites. Et je qualifierais ce titre d'une expression même qu'a employée Baudelaire, les lesbiennes, c'est un titre pétard. Les limbes, c'est, pour employer encore une expression de Baudelaire, un titre mystérieux, un titre énigmatique, qu'on a expliqué de plusieurs manières diverses et parfois cocasses. Et l'on a même pu aller, ce n'est pas illégitime, jusqu'à demander une référence au grand philosophe socialiste Fourier qui a imaginé des périodes limbiques. Mais c'est, je crois, au salon de 1846, car si je parle ce soir des poèmes de Baudelaire, je n'oublie pas qu'il est un grand critique d'art, c'est au salon de 1846 qu'il convient de se référer pour comprendre le titre « Les limbes », et précisément au passage où Baudelaire évoque la mélancolie du peintre des femmes qui figure dans les tableaux du peintre qu'il a préféré, Eugène Delacroix. Et dans ce passage, notons que Baudelaire cite une des plus belles toiles de Delacroix, dont il avait une copie dans son petit appartement de l'hôtel Pimaudan, hôtel Lausanne actuellement. Cette mélancolie des femmes de Delacroix, je cite, respire jusque dans les femmes d'Alger, son tableau le plus coquet et le plus fleuri. Ce petit poème d'intérieur, plein de repos et de silence, encombré de riches étoffes et de brimborions de toilette, exhale je ne sais quel haut parfum de mauvais lieux qui nous guide assez vite vers les limbes insondées de la tristesse. Les limbes insondées de la tristesse, association de limbe à tristesse. Eh bien, de même que les lesbiennes n'auraient pas seulement contenu des poèmes saphiques, de même les limbes n'auraient pas contenu exclusivement des poèmes splénétiques. Mais il est capital de noter que ce titre des limbes doit à la tristesse, doit à l'incurable ennui qui trône dans la pièce préface des Fleurs du Mal au lecteur et notamment à la fin de ce poème. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampant dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. L'ennui baudelairien peut recevoir de multiples explications et connaître de multiples causes. Et ce soir, je voudrais insister sur l'une de ces causes, une cause sur laquelle, à mon avis, on n'a pas suffisamment insisté jusqu'à présent. Et c'est ce que j'appelle la difficulté à créer. Car créer, c'est s'éprouver poète dans la joie, dans une certaine joie qui résulte d'une élévation de la température aux sciences physiologiques, d'un certain frémissement qu'on sent dans tout son être. Eh bien, à l'opposé d'une grande famille de créateurs qui va de Rabelais à Claudel en passant par Victor Hugo, Baudelaire, comme l'a dit Thibaudet, appartient à la famille des inspirés maigres, du Bellay, Racine, d'autres encore. Et Baudelaire ne connaît que rarement ces visitations exaltantes, ces épiphanies de la grâce poétique. Souvent, trop souvent, Baudelaire croupit
dans l'inappétence, dans l'atonie et même dans ce qu'il faut appeler d'un mot médical, dans l'anorexie. Et cela tient, je pense, à sa constitution physiologique, à un destin qui est inscrit dans ses fibres, à sa constitution physiologique, mais aussi à l'aggravation de cette constitution par la syphilis. Et il y a dans le livre que vous l'avez bien cité tout à l'heure, M. Benoît, un chapitre que j'ai écrit en collaboration avec le professeur de physiologie de l'université de Bâle. Je me contente ici de résumer les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Le psychisme peut venir à bout des constitutions les plus débiles. Et l'on a vu des saints qui étaient des hommes vraiment débiles et qui néanmoins savaient exercer leur apostolat. Mais pour faire un saint, et Baudelaire s'est écrit pour lui-même, il faut devenir un saint, il faut avoir une foi. Pour vaincre une constitution, il faut pouvoir recourir à une foi. Or, de quelle foi, je vous le demande, de quelle foi Baudelaire pouvait-il brûler? La foi religieuse, catholique, romaine, qu'il a reçue de sa famille et au collège, ou du moins qu'on a cherché à lui inculquer. Certes, la poésie baudelairienne s'insère dans un contexte religieux, mais le christianisme avant tout a fourni à Baudelaire une mythologie dont, soulignons-le, le Christ rédempteur est absent, est exclu, et où la prière n'est pas une participation de la divinité du Christ, mais le seul moyen de retrouver par la magie blanche, quand Baudelaire ne veut pas recourir à la magie noire, le seul moyen de recouvrer les forces perdues et d'obtenir justement la grâce de créer poétiquement et non pas la grâce religieuse. Une foi politique. Certes, Baudelaire l'a éprouvé un moment, peu avant 1848 et durant quelques semaines de 1848. Mais lui qui avait mis bien des espoirs dans la Révolution de 48, lorsqu'il l'a vu confisqué au profit des conservateurs, il s'est dit dépolitiqué. Et il est resté dépolitiqué. Une foi sociale. Certes, Baudelaire a ressenti une charité, une attention profonde pour les déshérités, dont plusieurs des Fleurs du Mal et des petits poèmes en prose nous donnent la preuve. Mais Baudelaire est aussi celui qui, dans ses journaux intimes pour lui-même, a noté ceci: « Être un homme utile m'a toujours paru quelque chose de bien hideux, absence de foi sociale. » Et ne parlons pas non plus d'une famille qui, comme toutes les familles bourgeoises, n'a jamais considéré la poésie que comme un divertissement et, comme l'on dit, un violon d'Ingres. Baudelaire se trouve donc orphelin, orphelin au monde, orphelin socialement, orphelin à un monde qui lui est même psychiquement hostile. Pour qui donc, pourquoi donc créerait-il? À sa propre atonie s'ajoute donc l'absence de motifs, de recours, de secours extérieurs. Et c'est ainsi que Baudelaire a ressenti cruellement la difficulté de créer. Je voudrais vous en donner un exemple, si je puis un instant rejeter le grand cordon, et non pas parce que les professeurs sont obligés de manger de la craie, mais parce que c'est le seul moyen de vous montrer comment Baudelaire pouvait créer. Ceci est inédit et provient du recueil d'épreuves des Fleurs du Mal, qui n'avait jamais été examiné d'une manière vraiment attentive et consciencieuse. Vous connaissez tous l'admirable poème des Fleurs, Le beau navire. Et vous en rappelez la première strophe, les deux premières strophes. Permettez-moi de vous les lire sous la forme que ces strophes ont d'abord reçue dans les épreuves, c'est-à-dire dans le manuscrit des Fleurs du Mal. J'inscris le premier vers au tableau parce que justement il est différent de celui qu'il deviendra ensuite. Je veux te raconter, pour que tu les connaisses, les diverses beautés qui par ta jeunesse, je veux peindre ta beauté, je reviendrai sur quoi j'inscris ici ce substantif,
Je reprends. Je veux te raconter, pour que tu les connaisses, les diverses beautés qui parent ta jeunesse. Je veux peindre la beauté où l'enfance s'allie à la maturité. Quand tu vas, balayant l'air de ta jupe large, tu fais l'effet d'un beau vaisseau qui prend le large, chargé de toile, et va roulant, suivant un rythme doux et paresseux et lent. Eh bien, ainsi se présente l'épreuve avec ce connaisse qui a normalement un S. Baudelaire reçoit l'épreuve de son éditeur et imprimeur Poulet-Malassis, qui travaille à Alençon, et puis il la corrige, et il la corrige en supprimant le S de connaisse. Et voici ce que l'on trouve dans l'épreuve. En marche de l'épreuve, violons la grammaire plutôt que la rime. Et si l'un des critiques de Baudelaire, de son vivant, en 1860, a pu traiter Baudelaire de boileau hystérique, c'est une formule qui est critique, mais que je puis valoriser facilement en redonnant et à boileau et à hystérique une valeur positive, c'est parce que Baudelaire restait extrêmement attaché à la prosodie traditionnelle. Et puis Baudelaire réfléchit, et sans doute au moment même où il va glisser les épreuves dans une enveloppe à l'adresse de Poulet-Malassis, à ce moment-là, il trouve la formule qui est comme le coup d'archet initial du poème, ô molle enchanteresse. Quelle réflexion Baudelaire a-t-il donc faite sur la première version de son poème? Peut-être celle-ci. Avez-vous jamais connu, si modeste soit-elle, une jeune beauté qui ne connaisse pas ses beautés? Donc, c'était le deuxième hémistiche, c'était ce que Malherbe aurait appelé de la bourre. Donc, la nécessité, si vous voulez, d'achever l'alexandrin, mais sans qu'il y ait vraiment une nécessité. Et cette molle enchanteresse dans laquelle l'adjectif a encore le sens latin, c'est-à-dire doux et suave de mollis, cette molle enchanteresse survient au bord de l'abîme, au moment où Baudelaire risquait de publier ainsi son poème. Et je pense que si le temps m'en est donné, j'écrirai un jour un essai intitulé « Baudelaire et la molle enchanteresse », un essai qui me permettrait de suivre sur les épreuves, elles sont quelquefois au nombre de 3 pour les fleurs du mal, le travail extraordinaire qui a été fait en profondeur par Baudelaire sur ses poèmes. Mais remarquez que dans le poème se trouve employé d'une part le substantif beauté au pluriel, donc dans un sens concret, et d'autre part à la rime le substantif beauté au singulier, donc dans son sens plutôt abstrait. Et c'est là qu'il faudrait ouvrir les pages roses du Petit Larousse illustré pour que nous disions en chœur « Quandoque dormitat bonus homerus ». Mais cette faute légère, car au regard de Boileau, c'est une faute légère, est comme un léger défaut qui humanise un beau visage et un visage qui risquerait peut-être d'être inhumain à force de beauté. Baudelaire, donc, a travaillé, faute de pouvoir occuper, si vous voulez, tout le domaine poétique comme l'a fait Hugo, mais superficiellement. Hugo, c'est le Napoléon de la poésie française. Baudelaire, au contraire, s'est fixé sur un petit domaine, sur un canton, si je puis dire, et là, chaque jour, il va plus loin. Il pénètre plus profondément au cœur interdit de la poésie, risquant l'asphyxie ou ce que Balzac a appelé le chef-d'œuvre inconnu. Et c'est Baudelaire qui, dans la poésie française du XIXe siècle, du milieu du XIXe siècle au moins, réalise l'œuvre la plus fragile, la plus humaine et donc la plus admirable, à égale distance des grandes coulées de la lave romantique, c'est au père Hugo que je pense, à celui que Gide appelait Hugo, hélas, à égale distance des grandes coulées de la lave romantique et des vains bibelots d'inanité sonore où se complairont les artisans du Parnasse. Pour essayer de définir l'originalité de Baudelaire, je citerai une phrase
qui est relative au cadrage qui s'opère, nous pourrions reparler de cela tout à l'heure si vous le voulez, et par rapport même à la naissance de la photographie, au cadrage qui s'opère sous les yeux de Baudelaire au bord de la mer et dont il rend compte dans Mon cœur mis à nu. Pourquoi, se demande Baudelaire, pourquoi le spectacle de la mer est-il si infiniment et si éternellement agréable? Parce que la mer offre à la fois l'idée de l'intensité et du mouvement. 6 ou 7 lieues représentent pour l'homme le rayon de l'infini. Voilà un infini diminutif. Qu'importe s'il suffit à suggérer l'idée de l'infini total. 12 ou 14 lieues sur le diamètre, 12 ou 14 de liquide en mouvement suffisent pour donner la plus haute idée de beauté qui soit offerte à l'homme sur son habitacle transitoire. 12 ou 14 lieues, ne pourrions-nous pas nous dire 12 ou 14 vers? 14 vers, c'est là un sonnet, et les 14 vers d'un sonnet ne sont-ils pas suffisants pour nous suggérer l'idée de l'infinie beauté de la poésie? Et c'est ce que Baudelaire nous a appris dans la poésie française, ou plutôt, si vous voulez, en pensant à Ronsard, c'est ce que Baudelaire nous a réappris. Et est significatif entre tous, parmi les titres des Fleurs du Mal et des petits poèmes en prose, celui du petit poème « Un hémisphère dans une chevelure ». Tout un hémisphère tient dans une seule chevelure. C'est là le travail qui consiste à insérer l'infini dans le fini. Et là, nous retrouvons une des grandes formules de l'esthétique idéaliste allemande romantique. Inquiétude de l'homme, Baudelaire, inquiétude de l'homme au monde, inquiétude du poète Baudelaire, cette inquiétude qui par l'anxiété va jusqu'à l'angoisse et au désespoir, cette inquiétude est caractéristique profondément de l'originalité baudelairienne et de l'originalité aussi, disons-le bien, de l'homme moderne, des hommes et des femmes que nous sommes. Et de cette originalité due à la conscience de l'inquiétude, Verlaine, le premier, a admirablement établi l'équation au moment où Baudelaire vivait encore, dans un article de revue en 1865. Je cite Verlaine. La profonde originalité de Charles Baudelaire, c'est, à mon sens, de représenter puissamment et essentiellement l'homme moderne. Je n'entends ici que l'homme psychique moderne, tel que l'ont fait les raffinements d'une civilisation excessive. L'homme moderne, avec ses sens aiguisés et vibrants, et combien étaient aiguisés et vibrants ceux de Baudelaire, son esprit douloureusement subtil, son cerveau saturé de tabac, son sang brûlé d'alcool, en un mot, et cela fait tâche hélas dans la citation, le bilioso nerveux par excellence, comme dirait M. Taine, ce M. Taine que tout à l'heure nous rencontrions dans sa cabine sur le lac Léman. Difficulté à créer rencontrée par Baudelaire à tous égards pour toutes sortes de raisons, difficulté à créer qui a des conséquences capitales. Baudelaire est le premier dans la poésie française au XIXe siècle à tordre le cou à l'éloquence et à la rhétorique bien avant Verlaine. Certes, il reste de la rhétorique dans les poèmes de Baudelaire, par exemple dans Bénédiction, le premier, ou dans Le Voyage, le dernier. Mais cela est bien rare et provient seulement d'une tradition dans laquelle s'insère Baudelaire et avec laquelle il rompt le plus souvent. Une autre conséquence me semble capitale, c'est que Baudelaire, ressentant la difficulté de créer, la difficulté d'être poète, difficulté que n'a jamais ressentie Victor Hugo. Vous vous rappelez Victor Hugo dans les îles anglo-normandes, il s'installe le matin debout devant son bureau de travail et il se donne le temps d'écrire Cent Alexandrins. Il ne quittera sa table qu'après avoir écrit Cent Alexandrins. Il est face à l'océan et ce n'est pas à nous deux Paris, comme dit Rastignac, c'est à nous deux l'océan, je serai aussi puissant que l'océan. Eh bien, cela est impossible à Baudelaire. Et par là même, Baudelaire est obligé de réfléchir à chaque instant sur ce qu'est la poésie, sur la nature et la fonction de la poésie. Je sais bien qu'il y a un poème de Hugo intitulé « Fonction du poète », mais c'est un poème relativement isolé. Chez Baudelaire, cette pensée de la poésie par la poésie est quasiment constante.
La poésie de Baudelaire, si je puis dire, est réflexive quant à la poésie. Il n'est que de lire dans cette perspective les 20 premières pièces des Fleurs du Mal pour savoir qu'elles sont une réflexion sur la poésie, que la poésie devient l'objet, la matière même de la poésie. Et là, Baudelaire ouvre une des avenues royales de la poésie contemporaine. La mort des artistes, vers la fin du volume, est encore une méditation sur la poésie, et plusieurs des petits poèmes en prose également. Baudelaire ne saurait s'abandonner à la poésie, car s'y abandonner sans prendre une distance, ce serait croire que la poésie peut continuer à sourdre du profond de lui-même. Baudelaire, lui, se demande toujours comment l'inspiration naît, comment il pourra faire renaître cette inspiration dont il sait qu'elle sera momentanée, qu'elle ne durera que quelques instants, comment il pourra de cette inspiration préserver en lui la force vivifiante. Et par cette distance qu'il cherche à établir entre la poésie qu'il voudrait pouvoir faire renaître à volonté, entre cette poésie et lui, par cette distance naît la lucidité. Dans un admirable texte sur Edgar Poe, Baudelaire écrit que Gérard de Nerval, qui est lui aussi à l'origine d'une des grandes directions de la poésie moderne, que Nerval, contrairement à ce que disaient ses contemporains, fut toujours lucide. De Baudelaire aussi, et jusqu'au crénon final, je dirais qu'il fut toujours lucide. Baudelaire porte en lui un critique, et Valéry a eu bien raison d'aller même jusqu'à prononcer ce mot d'ingénieur dans le texte capital que reste Situation de Baudelaire. Enfin, Baudelaire est l'un des poètes les plus concertés de la poésie française. Il n'est pas un poète simple, il s'étudie. Et il ne publiera pas ses premiers poèmes, malgré ce qu'il a pu écrire de la joie de corriger des épreuves, joie qui, paraît-il, vaut la joie que le collégien reçoit d'avoir constaté qu'il a la syphilis. Cela figure dans les journaux intimes. Baudelaire, au contraire, va attendre, longuement attendre. Et c'est sous le masque d'amis d'un bohème qui s'appelait Privat d'Anglemont, par exemple, qu'il publie ses poèmes comme des ballons d'essai pour savoir quelle sera la réaction. Et, on ne l'a pas remarqué, je crois, c'est le jour même de son 30e anniversaire, le 9 avril 1851, ce jour-là précisément, il a 30 ans, que dans un quotidien, vous entendez bien, dans un quotidien, et au rez-de-chaussée du Feuilleton, dans ce quotidien il a des amis, il fait publier d'un coup 11 poésies, sous le titre Les Limbes, 11 poésies que nous retrouverons plus tard dans les Fleurs du Mal. Le 9 avril 1851, pour l'anniversaire de ses 30 ans, Baudelaire a décidé qu'il cessait d'être un poète en chambre pour devenir un poète qui s'ouvre à la publicité. Et jamais auteur ne fut, je crois, plus conscient de ce qu'il cherchait à faire en écrivant ses poèmes. Je voudrais ici vous demander la permission de vous rapporter une anecdote. Elle est due à un de ses amis, Asselineau, et elle met en relation un directeur de revue et un écrivain, un poète. L'écrivain, le poète, a soumis ses vers au directeur pour insertion dans la revue. Le directeur convoque. Le directeur, ne trouvez-vous pas, monsieur, que ce vers est un peu faible? Oui, monsieur, répondait le poète en se mordant la lèvre. Et le vers suivant aussi est faible. Mais ils sont là pour amener celui d'après, qui n'est pas faible du tout. Le directeur, je ne dis pas non, monsieur, mais il vaudrait bien mieux qu'ils fussent tous les trois d'égale force. Non, monsieur, répondit le poète en colère cette fois, car alors où serait la gradation? C'est un art, monsieur, c'est un art que j'ai mis 20 ans à apprendre. Et de fait, il ne faut pas juger des Fleurs du Mal comme on peut juger d'autres poèmes antérieurs. Il faut voir que s'il y a des vers qui pourraient paraître faibles, ce sont seulement des temps faibles. Et il y a là une différence qui est essentielle. Homme et poète moderne, Baudelaire ne l'est pas seulement par son angoisse, et non plus par le revers de cette angoisse qui est l'agression, car il y a dans les poèmes de Baudelaire, en vers ou en prose, il y a une large part faite à l'agression. Baudelaire n'est pas seulement poète moderne par sa lucidité. Baudelaire l'est aussi par une chance extraordinaire qu'il a su saisir, par la conscience poétique qu'il a pris d'appartenir à la
grande ville moderne, à la seule grande ville moderne de ce milieu du XIXe siècle, je veux dire à Paris. On dit, au sens de visiter souvent, et au participe, selon Littré, par imitation de l'anglais, au sens de fréquenter par les esprits, on dit hanter. Eh bien, Baudelaire a hanté Paris, et il a été hanté par Paris. Le voyant qu'il était, car être poète, Rimbaud nous l'apprendra dans la fameuse lettre à Deménie, être poète, c'est être voyant. Baudelaire était le roi des voyants, disait Rimbaud. Le voyant qu'était Baudelaire a su voir, et, ce qui est plus, a su faire voir tout le fantastique qu'il y avait dans Paris. Le cygne, par exemple, que personne ne voyait en traversant la cour du Carrousel, et ces petites vieilles et ces veuves dont s'écartaient les gens affairés, et les 7 vieillards qui, dans le brouillard d'hiver, ne sont, sous nos yeux, qu'une gouttelette de rosée, qu'une gouttelette d'humidité facilement résorbée. Mais Baudelaire, lui, voit. De ses yeux, comme l'on dit familièrement, voit. Fourmillante cité, cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour raccroche le passant. Les mystères partout coulent comme des sèves dans les canaux étroits du colosse puissant. Repensant à ces vers, j'évoquais une réplique de Don Juan dans la pièce de Monterland. Au moment où Don Juan a dégainé et où les carnavaliers émergent de dessous la statue du commandeur. Alors Don Juan, « Ah ah, je savais bien qu'il n'y a pas de spectre, il n'y a pas de fantastique, c'est la réalité qui est le fantastique. » Eh bien, cette réalité comme fantastique, il fallait l'apercevoir, et c'est ce que Baudelaire a su faire. Mais pour ce faire, il fallait d'abord se rendre compte de ce que Paris pouvait apporter à un poète. Paris avait déjà beaucoup apporté à l'auteur de volupté, à l'auteur plutôt des poésies de Joseph Delorme, je veux dire à Sainte-Beuve. Mais il y a chez Sainte-Beuve un bien plus grand timide qu'il n'y a de timidité chez Baudelaire. Et si Baudelaire a eu un prédécesseur, néanmoins, c'est lui qui a su vraiment voir ce qu'était Paris. Paris qui, lorsque naît Baudelaire, a environ 800 000 habitants, qui, lorsqu'il va mourir, aura 1 800 000 habitants, je le sais, après annexion des communes suburbaines de Montmartre et d'une partie de Neuilly, entre autres, pour citer des lieux qui furent baudelairiens. Paris est si important dans la vie française du XIXe siècle, il le reste hélas dans la vie du XXe siècle, que je citerai seulement ce fait qu'on ignore souvent, c'est que Napoléon III voulut fonder pour Haussmann un ministère de Paris. Seulement la camarilla du ministre de l'Intérieur et d'autres ministres refusèrent à Haussmann, qui était un homme extrêmement volontaire, la création de ce ministère. Il y aurait eu un ministre de Paris, ce qui dit l'importance de Paris au moment où Baudelaire en devient le poète. On a beaucoup parlé de ces travaux, mais il est évident qu'ils furent essentiels dans la vie de Baudelaire. Ces travaux dont on disait qu'ils étaient destinés à accroître la beauté de la ville, ce qui était sans doute vrai, mais qui étaient surtout faits pour permettre de réprimer plus facilement les émeutes qui avaient connu la monarchie de Juillet et encore la Deuxième République. Et Baudelaire a eu cette chance d'avoir connu au fond 3 Paris. Il a connu encore un Paris fait de différentes couches, médiéval en quelques-unes de ses parties, ou bien encore de la Renaissance, ou bien encore de Louis XIII ou de Louis XIV. C'est le Paris de Balzac, c'est le Paris de la fille aux yeux d'or, c'est aussi le Paris de ces extraordinaires mystères de Paris d'Eugène Sue qu'il faut vraiment lire pour comprendre ce qu'était le XIXe siècle français. Puis, il a connu un Paris qui, pendant près de 10 ans, a été un Paris en chantier. C'est le Paris des travaux d'Haussmann. Et enfin, il a connu un Paris qui est presque le nôtre, un Paris qui était blanc, qui est redevenu blanc grâce à Malraux, le Paris d'après les travaux d'Haussmann. Et Baudelaire alors habite, vous pouvez encore voir la chambre au 4e étage qu'il occupait à l'hôtel de Dieppe, rue d'Amsterdam, en face de la gare Saint-Lazare. Baudelaire habite une petite chambre à l'hôtel de Dieppe avant de gagner la Belgique, et il semble s'être assez peu intéressé à ce Paris devenu administratif, dans lequel les grandes artères, les grandes avenues
lui avait dérangé la carte du Paris qu'il connaissait et aimait. Baudelaire, par un mouvement qui lui est congénital, est reporté, à partir des travaux d'Haussmann, vers le Paris de sa jeunesse. Et il y a là un mouvement qui est comparable au mouvement qui, dans le domaine de la critique d'art, lui fait rejeter Manet parce qu'il continue et ne pourra pas aimer d'autres peintres que Delacroix. Il y a une phrase admirable dans un article anonyme sur Delacroix en 1863, « Le Sardanapale revu, c'est la jeunesse retrouvée. Retrouver sa jeunesse, à partir de 1855, c'est la direction que prend toujours, ou presque toujours, Baudelaire. » Eh bien, le Paris des travaux a ajouté quelques pathétiques à la grande ville qu'était Paris, comme je ne sais quel trait que l'on aimerait retrouver sur le visage d'une femme et qui nous est tout à coup caché, dissimulé. Et on pourrait même poursuivre l'image, dire que Paris est pour Baudelaire comme une femme, comme une mère, et que c'est dans la chaleur des entrailles de la ville que Baudelaire vraiment se trouve à l'aise. Lorsqu'on lui a demandé d'écrire des vers sur la nature, il a répondu à celui qui lui demandait sa contribution, « Moi, sous les voûtes des grands arbres, des forêts, je ne pense qu'à une seule chose, je ne pense qu'à la ville. » Attachement de Baudelaire à sa ville natale, attachement d'un ordre sans doute psychanalytique, attachement d'ailleurs ambigu, comme tout attachement de ce genre, et où l'amour très facilement s'inverse en haine. Horrible vie, horrible ville, ainsi écrit-il dans À 1h du matin, un des petits poèmes en prose. Bien souvent ailleurs, il déclare que Paris est son enfer, mais dès qu'il est privé de Paris, Baudelaire redevient orphelin et ne pense plus qu'à retrouver Paris. La ville de Paris, disais-je, n'est pas une agglomération. Je crois que cela est essentiel. La ville de Paris a une âme qui ne résulte pas de la juxtaposition des âmes de ceux qui l'habitent. La ville possède un fluide auquel Baudelaire a été étrangement sensible, une électricité qui est propre à la cité, cette électricité qui est dégagée par la foule, cette foule qui peut permettre à Baudelaire de recharger, si j'ose encore cette expression moderne, de recharger ses accus poétiques. Il s'agit de confisquer à la foule l'énergie dont elle est détentrice pour la conquérir et permettre ainsi la création poétique. Dans le petit poème en prose « Les foules », je vous lis cette partie. Le poète jouit de cet incontestable privilège qu'il peut à sa guise être lui-même et autrui. C'est ce que Baudelaire appelle la prostitution, dans le sens très particulier qu'il donne à ce mot. Comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre, quand il veut, dans le personnage de chacun. Pour lui seul, tout est vacant. Et si de certaines places paraissent lui être fermées, c'est qu'à ses yeux, elles ne valent pas la peine d'être visitées. Le promeneur solitaire et pensif tire une singulière ivresse de cette universelle communion. Celui-là qui épouse facilement la foule connaît des jouissances fiévreuses dont seront éternellement privés l'égoïste, fermé comme un coffre, et le paresseux, interné comme un mollusque. Il adopte comme siennes toutes les professions, toutes les joies et toutes les misères que la circonstance lui présente. Ce que les hommes nomment amour est bien petit, bien restreint et bien faible, comparé à cette ineffable orgie, à cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe. Se saisir de l'électricité qui existe dans cette foule pour surmonter la difficulté de créer, échapper aussi, grâce à la foule, à l'angoisse d'être seul, cette angoisse à laquelle on ne peut pas échapper lorsqu'on est au sein de la nature. Un autre trait du Paris de Baudelaire est que ce Paris nous apparaît vraiment comme, j'emploie l'expression telle qu'elle figure dans la chanson du roi Henri, ce Paris nous apparaît comme la grande ville, et non pas comme un Paris particularisé. Baudelaire
Vous l'aurez remarqué en vous rappelant les poèmes des fleurs comme des poèmes en prose, Baudelaire ne décrit pas, avec une seule exception, 2 vers du cygne. Le Paris que Baudelaire voit, le Paris que Baudelaire nous offre à voir, est vu par l'œil d'un voyant qui efface tout ce qui serait trop parisien, donc trop pittoresque. Rien de ce qui appartenu de pittoresque au premier romantisme de 1820. Rien qui puisse accrocher l'œil du touriste. Et je m'en suis hélas rendu compte lorsque j'ai fait un album illustré de photos Baudelaire à Paris avec le photographe Maurice Rué. Il était très difficile d'illustrer les lieux dont il était question dans les Fleurs du Mal comme dans les petits poèmes en prose, car Baudelaire avait effacé tous les détails. Et on est obligé de faire une illustration symbolique plutôt que de représenter vraiment ce qu'il avait vu. Dans la voyance de ce Paris halluciné, car c'est bien d'hallucination qu'il faut parler, Baudelaire a été encouragé par l'extraordinaire entreprise du graveur Mérion. La découverte que Baudelaire fait de Mérion est contemporaine des grands poèmes qui entrent dans la 2e édition des Fleurs du Mal en 61, c'est-à-dire les 7 vieillards, les petites vieilles, le cygne. Et ce que Baudelaire voit alors, non seulement par lui-même, mais grâce aussi à Mérion, c'est un Paris plein de signes, et pour employer ce mot baudelairien entre tous, nous n'avions pas encore employé, un Baudelaire plein de correspondances. Et c'est ce qui permet à Baudelaire de transformer le Paris des 7 vieillards, dont tout à l'heure je vous citais la première strophe, en une véritable ville 10, où le spectre en plein jour raccroche le passant, où tout devient allégorie, comme il est écrit dans le cygne, palais neuf, échafaudage, bloc, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie. Mais non pas la froide allégorie des poètes qui fabriquaient de la poésie au XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle, l'allégorie à laquelle conduit l'hallucination et presque le dérèglement raisonné des sens déjà. Cette allégorisation de Paris aboutit à la création, et ceci est encore un point problème dont nous pourrons discuter, à la création d'une nouvelle mythologie par Baudelaire. Qui dit poésie dit mythologie, et c'est là une des problématiques essentielles du milieu du XIXe siècle. Cette problématique, je la symboliserai par 2 titres antinomiques. Vous connaissez tous le Comte de Lille, et vous vous rappellerez le titre des poèmes antiques. Mais il est un poète, ou plutôt un théoricien de la poésie, qui a hélas écrit des vers, qui dirigea la Revue de Paris où Baudelaire publia des textes, et qui fut l'ami de Flaubert, j'ai nommé Maxime Ducamp, qui lui publia les chants modernes avec un long manifeste. Dans les chants modernes, Maxime Ducamp chante l'électricité, le gaz, en bref, le progrès matériel. Les 2 titres s'opposent parfaitement, chants modernes, poèmes antiques. Voilà le problème que Baudelaire doit nécessairement résoudre. Conservera-t-on l'ancienne mythologie? Continuera-t-on d'honorer des dieux morts et bien morts? Ou bien au contraire, ira-t-on chanter le progrès et dire que le gaz permettra, ainsi que les tables tournantes, de supprimer le péché originel? Comment être moderne? C'est là le problème qui se pose à Baudelaire. Eh bien, Baudelaire, dans sa recherche de la modernité, ne peut pas se satisfaire de l'ancienne mythologie. Être moderne, ce qu'il a voulu être dès 1845, dès 1846, ne permet pas de respecter l'ancienne mythologie, de lui accorder quelques créances. Et Baudelaire, là-dessus, est d'accord, parfaitement d'accord avec son ami Daumier. Mais dans son rigorisme moral, Baudelaire refuse le progrès, parce que les tenants du progrès croient aussi au progrès moral. Or, Baudelaire considère que tous les hommes sont des sauvages, ou à peu près. Parce que croire au progrès, c'est croire à la fin de Satan, et c'est croire aussi à l'abolition du péché originel, de ce péché originel dont Baudelaire a besoin, comme l'un des aspects, si je puis dire, de sa propre mythologie. Il s'agit donc d'exprimer l'homme moderne à travers de nouvelles images. Et c'est ce que fait Baudelaire en créant une mythologie personnelle qui n'est plus, j'y insiste, une symbolique, mais qui devient un symbolisme. J'appelle symbolique tout ce qui est immédiatement déchiffrable. Si je cite A, je sais que A renvoie à la réalité cachée B, et nécessairement à B et au seul B. Le symbolisme est au contraire tout à fait personnel.
C'est une symbolique, au fond, recréée par l'homme. C'est une mythologie qui lui est propre et qu'il nous faut deviner. Ainsi, vous croirez peut-être que puisqu'Andromaque est cité dans le cygne, Andromaque est le personnage même du cygne. Mais le titre nous avertit que la figure mythologique essentielle du poème Le Cygne, c'est bien le cygne lui-même. Donc Baudelaire déplace l'accent mythologique, au lieu, avec Virgile et Racine, ou même avec Homère, Virgile et Racine, d'insister sur Andromaque. Il nous faudra comprendre que bien qu'Andromaque soit cité, c'est le cygne qui constitue le personnage essentiel du poème. Et si, employant un mythe utilisé des centaines de fois à l'époque romantique, Baudelaire, dans Les Sept Vieillards, fait allusion aux Juifs errants illustrés par Eugène Sue, par Alexandre Dumas, par bien des Allemands et des Anglais, le Juif errant cède la place aux sept vieillards dont nous ne savons pas ce qu'ils sont. Les sept vieillards ne sont pas traduisibles, si je puis dire. Les sept vieillards sont vraiment vivants et c'est notre rôle, à chacun d'entre nous, de leur donner une valeur, de leur conférer une valeur. Baudelaire, pourtant, et ici il faut introduire une légère rectification, Baudelaire n'est pas insensible au progrès, contrairement à ce qu'ont voulu dire ces interprètes souvent de droite ou catholiques. Baudelaire n'est pas insensible au progrès en tant que le progrès s'offre seulement comme objet à la poésie. Il n'est hostile au progrès qu'autant que le progrès voudrait asservir la poésie. Et c'est pourquoi il a condamné la photographie. La beauté architecturale de Paris, Baudelaire l'a admirablement sentie, et c'est en se trouvant dans les grandes métropoles américaines qu'on comprend le mieux cette page qui est relative au Paris qu'avait évoqué Mérion. J'ai rarement, écrit Baudelaire, vu représenter avec plus de poésie la solennité naturelle d'une ville immense. C'est Paris, les majestés de la pierre accumulée, les clochers montrant du doigt le ciel, les obélisques de l'industrie vomissant contre le firmament leur coalition de fumée, les prodigieux échafaudages des monuments en réparation, appliquant sur le corps solide de l'architecture leur architecture à jour d'une beauté si paradoxale, le ciel tumultueux, chargé de colère et de rancune, la profondeur des perspectives augmentée par la pensée de tous les drames qui y sont contenus, aucun des éléments complexes dont se compose le douloureux et glorieux décor de la civilisation n'était oublié. Eh bien, c'est là la conception d'une grande ville moderne, et je pense qu'un grand architecte du XXe siècle pourrait prendre, au fond, cette phrase pour devise ou bien pour justification. Baudelaire crée donc une nouvelle mythologie tout en créant une nouvelle poésie. Mais je vous le disais, par rapport à lui-même, il a toujours ressenti le besoin de créer. Et ici, il faut bien voir que la chronologie est capitale. La deuxième édition des Fleurs du Mal paraît en 1861, elle est terminée en 1860, et Baudelaire ouvre alors une nouvelle direction à la poésie, direction qui sera infiniment plus féconde d'ailleurs que celle qu'ouvraient les Fleurs du Mal. Il n'est que de penser à Max Jacob, au Cornet Haddé, il n'est que de penser à Reverdy, à Jouve, à Éluard, à bien d'autres, et à l'étranger, à quantité de poètes qui ont lu les petits poèmes en prose et qui ont eux-mêmes créé les petits poèmes en prose. Les petits poèmes en prose constituent, j'emploie un mot que Baudelaire abhorrait, mais c'est tout de même cela, les petits poèmes en prose, dans l'idée de Baudelaire, constituent un progrès sur les Fleurs du Mal. Nous disions, chasser l'ancienne mythologie, ne pas s'asservir au progrès, créer une nouvelle poésie. Mais comment pourrait-on alors conserver ce carcan qu'est l'alexandrin pour une pensée poétique profonde? L'alexandrin, je l'admire, je le respecte, tout ce que vous voudrez, mais il est certain qu'il asservit le poète. Et c'est alors que Baudelaire cesse d'écrire de la poésie en vers, ou s'il en écrit, ce n'est plus alors, après 1861, que comme, le plus souvent du moins, que comme un amusement de poète baroque du XVIIe siècle. Baudelaire renonce à l'alexandrin, renonce au décasyllabe, renonce à l'octosyllabe, et Baudelaire va pouvoir exprimer une pensée poétique différente dans les poèmes en prose que trop souvent on appelle le spleen de Paris, titre qui ne me paraît pas justifié malgré l'importance de Paris dans la création baudelairienne. Et pourquoi? Non pas par seul souci de trouver une forme nouvelle, mais aussi parce que Baudelaire a trouvé qu'une inspiration n'avait pas pu encore s'insérer dans le vers traditionnel français. Je veux dire l'ironie et je veux dire aussi le lieu commun. En effet, dans la poésie, il est permis
d'être agressif. L'agression peut très bien s'exprimer dans les vers traditionnels, qu'il s'agisse des iambes de Chénier ou de ceux de Barbier, qu'il s'agisse des châtiments de Victor Hugo et même de quelques poèmes des Fleurs du Mal, nous en sommes bien d'accord. Mais l'ironie, l'humour, toutes sortes de sentiments qui sont peut-être mal définis poétiquement, et également le lieu commun dont Baudelaire s'est fait une sorte de culte, c'est-à-dire rajeunir les mots anciens de la tribu, les mots les plus usés, en les insérant dans un contexte différent, leur redonner une valeur tout à fait différente. Si vous regardez la mort de Fanciull dans les petits poèmes en prose, vous verrez que Baudelaire souligne, c'est-à-dire, cela apparaît dans le texte imprimé en italique, des mots comme faveur capitale. Eh bien, il y a toute une ironie sur le langage, et on pourrait voir donc en Baudelaire un des premiers à réfléchir réellement sur le problème du langage, et tout cela n'est pas possible dans les Fleurs du Mal, où, si vous voulez, ce qu'il y a de vulgaire et de familier de l'existence quotidienne du lieu commun ne veut pas aller au-delà du fameux brûle-gueule qui fume encore dans la poésie l'Albatros. Et l'insertion de cette strophe dans l'Albatros est parfaitement connue, la date de 1859. Baudelaire ne pouvait pas aller au-delà du mot brûle-gueule. En poésie, la poésie française aurait, si j'ose dire, vomi des audaces plus fortes. Donc, Baudelaire a trouvé un nouveau genre poétique qu'il n'a peut-être pas poussé jusqu'à ses limites ultimes, mais qu'il a eu le mérite de créer vraiment dans la littérature française, car il a pris une grande distance avec Aloysius Bertrand. Et si je puis me résumer d'un mot ces points problèmes dont nous reparlerons tout à l'heure, je dirais que toute l'œuvre poétique de Baudelaire, qui se confond avec toute sa vie réelle de 1841, au moment où il commence à créer, 1866, au moment où il est terrassé par la maladie, Baudelaire n'a jamais été un poète statique, il est un poète dynamique, d'une exigence admirable. Chaque jour, il remet en question ce qu'il fait. Soit qu'il modifie les poèmes d'une édition à l'autre, soit qu'il crée un nouveau genre d'expression poétique, comme les petits poèmes en prose. Et je dirais que l'œuvre de Baudelaire est moderne particulièrement en ceci, c'est qu'elle fut toujours un laboratoire d'expérience incessamment recommencée.